Bon, alors je vous souhaite la bienvenue. C'est la première table ronde du magazine Rencontre consacrée à la démocratie après les élections américaines. Alors je vous présente les participants. Professeur Norman Cornett, originaire du Texas, vit au Québec depuis 1971, docteur en histoire et spécialiste des religions, qui voyage régulièrement aux États-Unis, qui a donc tout un réseau de contacts, d'amis, de parents aussi dans différents secteurs d'activité aux États-Unis, qui a vécu en Californie où il a fait des études à l'Université Berkeley et qui vit au Québec donc depuis fort longtemps et qui peut justement qui a un regard extérieur et aussi un regard d'Américain sur les élections et l'état de la démocratie dans ce pays. Professeur Jean-Pascal Lorrain, qui est professeur de sciences politiques au Cégep Édouard-Montpetit et le fils d'un ami très cher. C'est par lui Alors, que oui, c'est par lui qu'on a pris qu'on en contact. parle. C'est ça. Et François Sarrazin, notre chroniqueur politique habituel du magazine Rencontre, qui est formé en logistique et qui est chercheur actuellement au CIRELT. C'est assez compliqué à expliquer ce que c'est, là, mais un centre interuniversitaire de recherche sur la logistique, le transport, les réseaux d'entreprises dans ce domaine-là. Donc, alors, bienvenue. Moi, j'ai une Bonsoir. formation en histoire des États-Unis. Et j'ai enseigné l'histoire des États-Unis pendant au moins 15 ans. Ensuite, le cours a été retiré au collège où j'enseignais, donc j'ai donné beaucoup d'autres cours, mais quand même, pendant une quinzaine d'années, j'ai donné le cours d'histoire des États-Unis et j'avais fait mes études dans ce domaine-là. J'avais fait une thèse sur l'industrie du cinéma et la censure au début des années 20 aux États-Unis. Ouais. Alors, bienvenue. Vous m'avez fait parvenir des réponses très, très complètes à la quinzaine de questions que je vous avais envoyées. Ce soir, on n'aura pas le temps, malheureusement, de passer à travers 15 questions. J'en ai choisi quelques-unes. Je vous propose le déroulement suivant. Euh, je vous pose une question. Vous avez à peu près 2 minutes pour y répondre et ensuite, vous pourrez réagir à ce que les autres auront dit. Donc, et puis on va passer ensuite à la question suivante. Bon, on en fera à peu près 4 ou 5. Et puis on parlera peut-être vers la fin, surtout de ce que des derniers événements, c'est-à-dire ce qui s'est passé depuis l'élection, et entre autres le déni dans lequel s'enfonce le président depuis l'élection. Alors, nous allons commencer. Qu'est-ce que vous retenez de la campagne électorale américaine de cette année et du résultat des élections? Alors, on va commencer Qui, avec le professeur Larrain, qui est justement euh, enseigne les sciences politiques et s'est donc beaucoup intéressé, évidemment, à cette campagne un peu hors de l'ordinaire qui wow, s'est passée aux États-Unis. je pense qu'on peut dire que c'est une élection pas comme les autres. D'abord, peut-être une petite chose, j'aimerais dire, étant donné que je suis en présence d'un professeur à l'université. Vous savez qu'en général, on dit au cégep, on est des enseignants et à l'université, des professeurs. Alors là, je veux quand même dire, je n'ai pas un doctorat, là, je ne suis pas un professeur universitaire. Alors, je suis un enseignant en sciences politiques. J'ai ma formation bac, maîtrise en sciences politiques. J'aime bien l'histoire. Je trouve que la science politique et l'histoire sont des disciplines assez proches. Alors, donc, moi, je vais donner un point de vue, un peu comme dans mon texte, là, un point de vue peut-être un peu plus théorique, peut-être moins historique. Alors, ça, je laisserai ça plus à M. Cornett, peut-être, pour aller dans ce sens-là. Alors, moi, ce qui m'a surpris dans cette élection, c'est qu'en fait, on s'attendait à une victoire plus nette des démocrates. Les sondages, d'ailleurs, c'est la deuxième élection qu'on
on critique les maisons de sondage, on trouve que leurs prédictions laissent à désirer, imprécises. Puis je pense que bon, il peut y avoir un problème méthodologique aussi de certaines maisons de sondage. Mais tout de même, je pense que moi, ce qui m'a surpris, ce qui a surpris beaucoup de commentateurs, c'est l'ampleur du vote finalement républicain pour Trump. On ne s'attendait pas à ce qu'il fasse autant, qu'elle cherchait encore plus de votes malgré ce qu'on savait depuis 4 ans. Je pense que c'était difficile d'ignorer que la démocratie est en péril aux États-Unis avec un président comme ça, qu'un autre mandat de Trump aurait pu être fatal pour la démocratie américaine. Les institutions ont bien résisté durant son mandat, y compris même dans son propre camp. On a vu toutes les démissions qui ont eu lieu autour de lui. Je pense qu'il n'y a jamais eu un cabinet qui a eu autant de changements, de démissions, de renvois. Il y avait une grande instabilité et on voyait que cette administration, Trump est en train d'user aussi, de tester les mécanismes des institutions américaines, de la démocratie américaine. Donc, ça a tenu le coup, mais moi, j'étais peu confiant pour la suite. Là. Un autre mandat de Trump, je pense que ça aurait été peut-être fatal. Et là, j'ai été surpris de voir l'ampleur du vote et on s'est dit, il y a vraiment un malaise dans la démocratie américaine là, qui est profond. Alors, c'est un petit peu peut-être là-dessus que je vais intervenir par la suite. Alors, je ne sais pas, j'ai pas regardé le chronomètre, là, 2 minutes. C'est bon. Vous me dites, hein? Faites-moi signe. Professeur Cornett, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, vous, dans cette campagne et dans les résultats? Mais dans un premier temps, comme disait le professeur Larin, on s'attendait presque à un déluge démocrate, pour ne pas dire un tsunami politique, mais les attentes étaient trop élevées du côté des démocrates. Il faut souligner à quel point la démocratie américaine est en forme. Si ce n'était pas pour cette élection, Trump aurait récolté plus de votes que tout autre candidat dans l'histoire des élections présidentielles. Plus de 70 millions de votes. C'est du jamais vu pour un perdant. Le seul qui a dépassé cela, évidemment, c'est le président désigné, Joe Biden. C'est sa 3e tentative, elle était la bonne. Aussi, faut-il souligner à quel point, d'abord, en une participation record, et ça, en pleine pandémie. C'est étonnant de voir ça. Les gens, on a mobilisé les gens. Pourquoi les républicains ont tant réussi, et il faut souligner à quel point dans la Chambre des représentants, on s'y attendait pas à tant de victoires du côté républicain, et surtout des candidates républicaines. Là, il y a plus de 20 représentantes républicaines dans la nouvelle Chambre des représentants. Et ça, c'est très prometteur pour le Parti républicain. Donc, c'est la déception du côté démocrate. Ils croyaient avoir une grande majorité dans la Chambre. Il n'en est rien. Donc, il faudrait… Le compromis sera de mise, et dans la Chambre des représentants et dans les Sénats, et évidemment du côté du président désigné, Joe Biden. Mais quand on parle de la campagne, les différences, il faut souligner aussi à quel point les républicains, au contraire des démocrates, n'ont pas mené une campagne surtout virtuelle à cause de la pandémie. Au contraire, les républicains ils ont frappé sur les portes, ils ont fait de porte à porte, ils étaient sur le terrain. Et ça explique beaucoup pourquoi, au point de vue de base, ils ont eu tant de succès. Joe Biden a passé un bon moment dans le sous-sol pour faire sa campagne, et ses généraux, ses officiers, ses soldats ont fait pareil. Et ils ont payé le prix. Et il faut savoir que ça allait de pair avec le discours républicain qu'il faut faire fi de la pandémie.
la thématique des républicains, y compris Donald Trump, c'est business as usual. On y va par là et on ne fait pas d'exception. Et ils ont récolté les résultats en conséquence. Alors, je suis très content de la participation et il fallait que les gens qu'ils attendent parfois des heures en ligne, en fil, c'est très prometteur cela. Et que tant de femmes, et surtout des femmes républicaines, fassent partie de la Chambre des représentants, ça aussi, c'est très prometteur. Peu importe qu'on soit démocrate et républicain, de voir que les femmes prennent de plus en plus de place, et non seulement dans le Parti démocrate, mais dans le Parti républicain. Merci. Alors, Je peux moi, dire ce quelque qui chose. m'a fortement impressionné, c'est l'activisme que les Américains ont démontré pour s'inscrire sur les listes électorales. C'est très compliqué, il y a plein d'obstacles et il y a énormément de groupes, d'organisations qui font un travail remarquable pour inscrire les gens sur les listes électorales et les permettre justement à ces foules qui ont voté là. J'ai une certaine admiration parce que nous, au Canada, le gouvernement court après nous pour nous inscrire. On n'a aucune démarche à faire, on n'a aucun effort à faire et je ne suis pas sûre qu'on en ferait autant. Toutes ces organisations, en particulier chez les Noirs, je suis assez admirative de ça. Et vous faites bien de le souligner, Mme Tétrault, puisqu'avant la table ronde, officiellement, on parlait de la Géorgie. Eh bien, pourquoi la Géorgie a penché du côté démocrate? Beaucoup à cause de Stacey Abrams, ancienne candidate comme gouverneur de la Géorgie, afro-américaine, qui a su rassembler les forces vives de la Géorgie, de la communauté afro-américaine, et c'est ce qui a fait la différence. Et évidemment, on compte sur elle pour les deux sièges du Sénat qui sont en jeu le 5 janvier 2021 en Géorgie. Le soir de l'élection, elle a dit « Je recommence à travailler demain matin pour l'élection du 5 janvier. » C'est comme si c'est toujours à reprendre. Dès qu'une élection est passée, il faut se réinscrire pour l'élection suivante. J'avoue que je ne comprends pas ce système, mais en tout cas, c'est comme ça que ça existe aux États-Unis. Et donc, ça demande un travail gigantesque. Ah oui. Et, effectivement, c'est à elle que les démocrates doivent leur victoire en Géorgie. Oui, et il faut savoir bâtir une infrastructure aux États-Unis. Et ça, dans chaque comté et dans chaque État. Et elle a fait ses preuves, elle est génie dans ce rôle de bâtisseur d'infrastructures. Alors, est-ce que François, on peut vous écouter maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, parfait. Alors, c'est un résultat qui est à la fois rassurant et inquiétant. Il y a certains réflexes de base qui ont fonctionné. Notamment, on a vu la très grande mobilisation de l'électorat. C'est une participation qui est record en un siècle. Et déjà aux élections de mi-mandat de 2018, c'était là encore la plus grande participation pour une élection de ce type en 100 ans à peu près. Donc, voilà, il y a une certaine réaction dans le bon sens du terme par rapport au phénomène Trump qui a eu lieu. Mais évidemment, le résultat était plus serré que ce qu'on aurait pensé, étant donné les sondages et l'ensemble du bilan totalement aberrant de tellement de façon du président sortant. Je pense que si on veut parler notamment de la Chambre des représentants, et ça a sans doute eu une certaine influence sur le vote à la présidence, les démocrates, et notamment Mme Pelosi, ont mal joué leur carte par rapport à toute la question
de s'entendre avec Trump pour un nouveau package pour relancer l'économie, pour venir en aide aux gens qui étaient affectés par la pandémie et les conséquences économiques de celle-ci. C'est comme si ils avaient Mme Pelosi avait calculé que c'est Trump et les républicains qui allaient prendre le blâme de toute cette situation. Et donc, ils pouvaient faire le service minimum et pas vraiment relancer les négociations. Et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ont vu à travers le jeu auquel on semblait se prêter du côté démocrate, enfin du leadership démocrate, là, je ne parle pas nécessairement des électeurs démocrates. Non pas que du côté républicain, c'était mieux, évidemment, mais ça a un peu brouillé les pistes et enlevé peut-être un peu des arguments aux démocrates pour faire le procès de la gestion, par ailleurs, tout à fait catastrophique de la pandémie par le président sortant. Donc, sinon, c'est une victoire, 4% de différence au vote populaire, c'est relativement beaucoup si on compare par rapport aux résultats des élections précédentes, des 20-25 dernières années. C'est le deuxième plus grand écart depuis le début du 21e siècle entre le gagnant et le perdant. Le record, c'était Barack Obama en 2008, mais non seulement on aurait pu s'attendre, étant donné la personnalité de Trump, à un résultat plus clair, mais en plus, si on classe les 50 États selon leur appui pour l'un ou l'autre des deux candidats, l'État pivot, donc l'État qui aurait pu faire basculer les choses d'un côté ou de l'autre, c'était le Wisconsin. Et Joe Biden l'a emporté par seulement 6 dixièmes de 1%. 6 dixièmes de 1%, c'est la moitié de l'écart qu'il y avait lors du référendum de 1995 au Québec. Donc, je pense qu'on s'entend pour dire que ce n'était pas exactement un raz-de-marée ou un résultat vraiment très, très clair. Donc, voilà, les plaques tectoniques semblent évoluer différemment selon la région des États-Unis. Les démocrates semblent améliorer leur position d'élection en élection dans des États comme l'Arizona et la Géorgie, qui sont de plus en plus diversifiés. Mais par ailleurs, des États comme le Wisconsin, l'Ohio, l'Iowa sont de plus en plus difficiles à remporter, même dans une année relativement favorable aux démocrates. Donc, c'est quelques remarques préliminaires, je dirais. Alors, moi, j'ajouterais, avant de passer à une autre question, je pense que les résultats, entre autres à la Chambre des représentants, s'expliquent par il y a un certain nombre de républicains qui ont voté démocrate cette fois-ci parce qu'ils étaient dégoûtés un peu de Trump, ne l'aimaient pas du tout, étaient réticents à plein d'aspects de sa personnalité, mais par ailleurs sont méfiants de la gauche du Parti démocrate et donc ont scindé leur vote en deux. Ils ont voté démocrate à la présidence et ils ont voté républicain à la Chambre des représentants ou au Sénat. Et ça explique un peu les résultats qu'on a vus. Monsieur Cornette a dit tantôt que, entre autres, c'était en raison du fait que les démocrates ont fait une campagne virtuelle. Ça a certainement joué aussi. Mais je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Oui, il faut souligner, Mademoiselle Tétrault, et ça c'est systémique dans le système fédéral aux États-Unis. Au contraire, on ne connaît pas ça au Canada. Tout représentant doit se présenter chaque 2 ans. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Il faut que vous soyez près de votre monde. Il faut que vous soyez sur le terrain et que vous les côtoyez, mais presque quotidiennement. Donc, les gens qui ont fait preuve de présence et qui étaient là sur le terrain, ils l'ont remporté. Et les républicains sont très forts dans cela. Donc, on est constamment en mode électoral dans la Chambre des représentants.
aussi, faut-il souligner, quand on parle des résultats de cette campagne, de cette élection, c'est très, très rare qu'un président qui siège va perdre un deuxième mandat. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a que 3 fois. D'abord, il y a eu Jimmy Carter, démocrate de la Géorgie, l'ancien gouverneur de la Géorgie avant. Ensuite, il a eu Bush père, et là, Donald Trump. C'est inusité de perdre, et ça fait d'autant plus mal. Alors, nous allons passer à une autre question. J'allais peut-être apporter un petit commentaire. Est-ce qu'on a le temps pour un petit commentaire sur ce qui a été dit? Parce que c'est ça, je pensais qu'on faisait un tour, mais si je peux bien sûr. Puis, parce que je voulais enchérir un peu sur ce que disait M. Cornette. Je trouve aussi que les républicains ont une stratégie très efficace sur le terrain. Et je ne vais pas aux États-Unis aussi souvent que vous, mais je lis des articles. Il y a un journaliste que j'aime bien, que je trouve intéressant, il s'appelle Thomas Frank. Et il raconte un peu son histoire dans son État, le Kansas. Et il raconte dans son livre qu'il s'est passé quelque chose aux États-Unis, une transformation, pas dire presque une révolution culturelle, qui fait que les républicains est devenu un parti qui fonctionne un peu comme un parti ouvrier populaire. Ils font du porte-à-porte, ils sont très... les gens sont engagés, sont militants. Il y a une base, une bénévolat. Et là, dans cette sélection-ci, on voit des femmes, même pas seulement des femmes, mais des représentants de la diversité culturelle là, qui se présentent au Parti républicain et qui coupent l'herbe sous le pied aux démocrates. Et c'est un peu comme si le Parti républicain utilisait... une apparence et un discours, puis je pense même au Canada, on a déjà eu ça dans le passé, qu'on pense à Mike Harris avec la révolution du bon sens. Le mot révolution, c'est plutôt un langage de gauche et pas de droite. Et donc, c'est comme si la droite américaine qui s'est radicalisée empruntait des idées de la gauche. Ça, c'est pas nouveau. Je veux juste mentionner que Hitler disait, son parti s'appelait le national-socialisme. On ne voit pas trop qu'est-ce qu'il y a de socialiste là-dedans, mais on espérait aller chercher un vote ouvrier. Et d'ailleurs, les Grands Lacs, on a réussi à aller chercher quand même le vote, même des cols bleus dans la région des Grands Lacs aux États-Unis. Et c'était pourtant un bastion démocrate. Alors, il s'est passé quelque chose aux États-Unis, sans rentrer dans le sujet, là, mais il y a aussi une bataille des idées qui, à mon sens, est largement remportée par les républicains. Des idées néolibérales, libertariennes, très néoconservatrices, tout ça, qui font leur chemin depuis fort longtemps, en fait. Et les démocrates ne semblent pas saisir ce combat de fond dans le sous-sol, si on peut dire, qui est transformation de la société, de l'opinion publique. Et là, les républicains vont récolter le fruit, en fait, de ces efforts sur... donc, il faut voir aussi toutes les fondations, les organisations, les think tanks qui sont derrière ça aussi, qui mènent cette bataille des idées. Il faut ajouter ça aux stratégies électorales sur le terrain. Et donc, moi, je trouve que la gauche n'est pas assez efficace au niveau stratégique, au niveau combat des idées, est un peu tatillonne, elle est souvent sur des positions. Je trouve qu'elle ne prend pas la mesure du danger, là, en fait, à mon avis. Alors, je dirais que surtout, il y a un surinvestissement de certaines questions culturelles par rapport aux dépens des questions socio- et économiques de la part du Parti démocrate depuis au moins Clinton. Et donc là, ce paradoxe d'une gauche très, très woke, en guillemets, mais ça s'accompagne d'inégalités sociales qui explosent et qui d'ailleurs n'est même pas vraiment un frein au racisme ou des phénomènes comme la violence policière. C'est assez particulier. Il y a quelque chose de plus schizophrène dans la société américaine. Donc, voilà. C'est la social-démocratie qui a été abandonnée par le Parti démocrate et qui
qu'il n'a plus les politiques sociales de l'État qui étaient en place, qui sont mises en place dans les années 60-70, ont été abandonnées au profit du néolibéralisme, qui fait qu'aujourd'hui, on s'en est remis au marché pour régler les problèmes de société. Et le marché a reproduit des discriminations qu'on avait avant ces politiques sociales. Si on pense les écoles aux États-Unis, les Blancs et les Noirs sont séparés plus que jamais. Il y a une ségrégation qui se fait par l'argent. On a des écoles de Noirs et des écoles de Blancs, mais ce n'est pas l'État qui a voulu, ce n'est pas les lois racistes, c'est les mécanismes du marché qui reproduisent. Et il faut constater à quel point Joe Biden écarte l'aile progressiste sociodémocrate. Bernie Sanders mène campagne activement pour qu'on le nomme ministre du Travail, Secretary of Labor, jusqu'ici, et Elizabeth Warren, qui, elle, est très, très calée. Jusqu'ici, Joe Biden l'écarte aussi. Alors... Ouais. Et voyez-vous, j'espère qu'on n'est pas trop désordonné. Vous mettrez à l'heure des points d'ordre, Mme Tétrault. Mais les démocrates, en ce moment, il y a une petite querelle interne où on dit, voyez, on a perdu, on n'a pas gagné autant à cause de... On accuse les socialistes, hein, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez et compagnie. Et donc, on reproche à cette aile gauche là, d'être responsable un peu de... C'est quand même une victoire, mais une victoire tiède, hein, pas assez. Alors, et évidemment, on proteste aussi avec raison, je pense. Je ne crois pas du tout que ce soit la faute de cette gauche radicale qui mobilise au contraire les jeunes, etc. Et qui, je pense, c'est eux qui ont fait la différence pour cette élection-ci, là, dans la victoire de Biden. Pour les démocrates, il y a un danger. Si on gouverne trop au centre, on essaie de faire des compromis avec les républicains, pour, entre autres, mais si on ignore ou on laisse de côté la gauche, le parti risque d'éclater et de ne pas avoir les meilleurs résultats aux élections de mi-mandat et aux élections suivantes. Donc, les partis, en fait, ont des défis. Parce que chez les républicains, évidemment, là, on voit qu'il commence à y avoir une grande division autour de Trump. On le lâche de plus en plus et il n'apparaît pas nécessairement comme un plus pour l'avenir, là. Donc, les deux partis vont être tiraillés un peu. Ça va être intéressant de suivre là, dans la prochaine année, justement, puis même dans les prochaines semaines, parce que là, il y a déjà un certain nombre de nominations qui ont été faites par Biden, mais il n'y en a aucune qui appartient vraiment là, à l'aile très à gauche. Alors, mais ce n'est pas terminé, donc il n'a pas nommé son ministre du Travail, et il reste encore d'autres nominations qui s'en viennent. On va passer quand même à la prochaine question. Qu'est-ce qui explique la défaite de Donald Trump? Alors, on va commencer avec François Sarrazin. Ben, je dois dire globalement sa gestion de la pandémie. Le fait que le résultat ait été aussi serré entre guillemets, mais certainement au niveau des États clés. Suggère très fortement qu'il aurait pu obtenir un deuxième mandat s'il n'y avait pas eu de la COVID ou s'il avait mieux géré la situation, ce qui, avec un minimum de bon sens, ça n'aurait pas été si difficile que ça. Il n'était pas absolument obligé de suggérer que boire de l'eau de Javel pourrait être une solution et tant d'autres, ces rallyes qui ont favorisé la pandémie dans les États où ils ont eu lieu, et d'autres des décisions plus ou moins aberrantes. Donc, probablement que, voilà, s'il n'y avait pas eu la pandémie ou si Trump avait mieux géré celle-ci, il aurait pu remporter la victoire. Ce qui est assez terrifiant si on y pense bien. Et de façon plus générale, je dirais, c'est le personnage qui garantissait, je veux dire, les démocrates ont toujours eu un minimum de chances de remporter la victoire,
du simple fait que, bon, Trump a démobilisé contre lui au moins 45% des gens, même dans un contexte qui aurait été plus favorable que ce qu'il a été. Parce qu'il génère tellement d'opposition depuis 4 ans ou même 5 ans, là, avec le début de sa première campagne. Alors, on va enchaîner avec professeur Cornett. La COVID-19, point à la ligne. On serait même là en train de parler de Joe Biden, le vieux Joe Biden, président désigné, si ce n'était pas pour la COVID-19. Je vous invite à regarder les chiffres économiques, monétaires, financiers jusqu'à l'éclatement de la pandémie. Ça allait tellement bon train aux États-Unis, Trump aurait gagné, mais facilement. Voilà. Alors moi, je dirais deux choses. Trump a perdu grâce à lui, à cause de lui-même. Donc, je pense que c'était son pire ennemi, c'était lui-même. Et je pense, on a souligné ça, qu'après le premier débat des chefs, qui a été regardé par beaucoup de gens, beaucoup d'électeurs, on a vu un débat cacophonique. Trump a coupé la parole plus d'une centaine de fois. Alors, il ne semblait pas très présidentiable. Je pense qu'aux yeux de beaucoup d'Américains, là, on a, d'après les maisons de sondage, évidemment, avec les bémols qu'il faut mettre maintenant, mais on dit que les intentions de vote, la distance entre Biden et Trump s'est vraiment accrue à partir de ce premier débat des chefs. Donc là, ça a donné un élan à Biden par la suite. Et l'autre chose, je dirais, le vote par correspondance, hein, je pense que Trump ne se trompe pas là, quand il essaie de remettre la légitimité du vote par correspondance parce que ça facilite le vote. Il y a peut-être plus de gens qui ont pu voter comme ça que, bon, ils ne se seraient pas déplacés peut-être autant pour aller voter. Ça reste à voir. Mais là, il y a eu quand même, c'est un phénomène quand même important. Là, il y a eu beaucoup je ne sais plus c'est quoi le nombre de votes par correspondance, mais c'est significatif. Et compte tenu quand même du score de Trump, qui est quand même, il a battu un record historique. Là. Alors, s'il n'y avait pas eu ça, je pense que Trump l'aurait emporté. Quant au COVID-19, je regardais des études, des analyses sur les motivations du vote aux États-Unis. Et la première raison pour lesquelles les gens ont voté, semble-t-il, c'est pour des raisons économiques. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec M. Cornett que si ce n'était le COVID-19, là, Trump l'emportait parce qu'il se présentait comme le champion de l'économie, etc. Et ça explique aussi partie du vote. Mais la deuxième raison, ça m'a vraiment surpris, en fait, c'était les raisons de santé, pandémie. Donc là, évidemment, l'analyse ne disait pas, c'est les États-Unis devant l'absence d'aide de l'État. Si on leur dit, on ferme les commerces, on ferme les écoles, ils se retrouvent devant quoi? Ils n'ont pas une aide comme au Canada, tout ça, ça pouvait insécuriser. Puis peut-être que quand Trump disait accusait les démocrates en disant ils veulent fermer l'économie, ils veulent fermer les écoles. Et donc, je pense qu'ils marquaient des points parce que les démocrates n'ont peut-être pas su bien expliquer qu'ils viendraient en aide aux Américains, qu'ils apporteraient un soutien financier, etc. Puis aux États-Unis, l'État est un peu déconsidéré. L'intervention de l'État, les gens ont une méfiance par rapport à l'État. Et quand je disais que les démocrates ont peut-être perdu la bataille des idées, c'est justement sur cette idée que l'État peut être efficace, qu'il peut intervenir au plan social, et on le voit dans d'autres pays. Donc là, il y a peut-être ça qui a joué, mais j'ai l'impression que finalement, la pandémie n'a pas porté un coup aussi dur qu'on aurait pu croire à Trump. En tout cas, là-dessus, c'est une spéculation parce que honnêtement, je ne peux pas m'appuyer sur des études sérieuse qui dit que les gens ont voté, n'ont pas voté pour Trump. Peut-être des personnes âgées là, qui étaient un peu insécurisées par ce chaos, mais j'ai l'impression que l'Amérique était bien divisée aussi sur cette question, non seulement du port du masque, mais de toutes les règles sanitaires, tout ça. Je pense qu'il y avait un clivage. Oui, c'est après. Aujourd'hui, excusez-moi. Aujourd'hui ou hier, j'ai parlé à un ami qui vit en Floride actuellement, sur la côte ouest. Dans un endroit qui est Trump presque à 100%. Et il me dit, ici, les restaurants, les bars sont ouverts. Personne
porte de masque, tout le monde fait comme si de rien n'était. Il n'y a pas de pandémie dans l'esprit des gens et ce sont précisément des électeurs de Trump qui voient dans toute intervention ou toute mesure sanitaire comme une atteinte à la liberté, quoi, qui n'est pas acceptable. L'État n'a pas à nous dire comment se comporter, etc. C'est exagéré. L'important, c'est que l'économie roule. Alors, et il se comporte en conséquence. Oui. Et en Alberta, excusez, juste un petit mot, en Alberta, on le trouve un peu, hein, c'est un peu la même chose. C'est, là, en ce moment, c'est le désastre en Alberta, mais pendant longtemps, il n'était pas question de fermer l'économie, de nuire à l'économie. Et on parlait tout à l'heure, pour faire le pont entre Dr Sarrazin et professeur Lara, gérer la crise. Et je vous donne un exemple. La prise des otages à Téhéran lors du mandat de Jimmy Carter, il n'y a aucun doute, c'est ce qui lui a coûté la présidence, la réélection. Il n'a pas su gérer cette crise. Donc, il suffit d'un événement dont la charge affective dans la conscience collective américaine est si forte que ça peut être le point tournant d'une élection présidentielle. Je rajouterais qu'il y a au moins un État où je pense que la position de Trump sur la question de dire, bon, il faut pas fermer l'économie, tout ça, ça lui a rapporté, c'est le Nevada. Parce que c'est un État qui dépend énormément du tourisme, évidemment, Las Vegas. Donc là, les restrictions liées à la pandémie ont fait plus mal qu'ailleurs. Et je pense que cette position était... et c'est un État, bon, Biden l'a emporté, mais par une marge qui est exactement la même que Hillary Clinton en 2016. Donc, en fait, par rapport à la moyenne des États-Unis, c'est pas... Ça s'est éloigné un peu dans le sens des républicains par rapport aux autres États. Et si ça s'est passé comme ça au Nevada, on peut penser que dans certaines régions touristiques, en Floride, entre autres, il y a un peu les mêmes genres de raisonnements qui ont pu aider à la marge le président sortant. D'accord. Mais dans le cas du Nevada, il faut bien préciser que l'ancien chef démocrate au Sénat, c'était nul autre que Harry Reid du Nevada. Donc, il y a là encore une infrastructure démocrate solide. Ça passe de près, mais beaucoup, la victoire de Biden au Nevada, et même si la marge était mince, ou encore de Hillary Clinton, c'est à cause du réseau de Harry Reid, l'ancien sénateur chef du Sénat démocrate. Moi, j'ajouterais que pendant cette campagne, en fait, pendant les 4 ans où il a été président, il ne s'est adressé continuellement qu'à sa base. Il n'a rien fait pour l'élargir et il aurait eu besoin de l'élargir au moment de la pandémie. Si, avec la bonne performance de l'économie, moi aussi, je pense qu'il aurait été réélu haut la main avec la performance économique qu'il y avait jusqu'au mois de mars. Là. Mais là, devant les difficultés du pays, devant le nombre de décès extrêmement élevé, etc., il aurait fallu qu'il élargisse sa base et qu'il se montre beaucoup plus préoccupé par la pandémie et montrer qu'il avait un plan, qu'il avait... Bon, et il n'a rien fait de ça. Donc, il a continué, en fait, avec ses habitudes, quoi. C'est un homme qui évolue très peu. Il a continué exactement comme les vieilles recettes qu'il avait bien servies. Il va dire, bon, ben, je vais être élu haut la main, je n'ai pas besoin de faire plus. Eh bien non, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Il a perdu quand même si c'est marginal. Il y a des gens qui ont voté républicain toute leur vie, qui ont donc qui étaient identifiés profondément comme des républicains et qui là l'ont quitté. Même si c'est marginal, que c'est quelques 1%, 2%, ben c'est suffisant. Quoi. Ça a fait basculer l'élection. Moi, je dirais, j'aimerais ajouter quelque chose à ça. Il me semble qu'il est en train d'élargir une base qui ne votait pas.
avant. Et moi, je trouvais ça très inquiétant, et surtout dans un deuxième mandat. Et cette base-là, c'est l'extrême droite. Il y a Trump, il a évidemment, bon, il y a un conservatisme traditionnel qu'on trouve dans le Parti conservateur, mais c'est pas un président comme les autres parce qu'il envoie constamment des signaux à ce qu'on appelle l'alt-right et les suprémacistes blancs. Il y a un mouvement fasciste qui se développe aux États-Unis et Trump, c'est leur homme. Hein, il prépare la voie. Steve Bannon, il travaille un peu dans ce sens-là. Je trouve que le Parti républicain est en train de jouer un jeu très dangereux pour lui-même, parce que je pense que c'est un parti qui est en train de se transformer. Et si ça avait continué dans ce sens-là, je pense que c'est un parti qui aurait été méconnaissable dans l'avenir. Et je trouve ça très inquiétant de voir ce mouvement QAnon, etc., ces théories du complot, du grand remplacement qu'on trouve aussi en Europe. Et ça prend une ampleur de plus en plus grande. On voit que ça fait des adeptes grâce aux réseaux sociaux. Et il y a là quelque chose pour moi pour moi, Trump n'est pas un politicien comme les autres. C'était pas une campagne comme les autres. Et je pense que c'est l'erreur qu'on fait de ne pas voir le côté un peu exceptionnel de cette élection-là et de ce personnage-là. Il est hors norme, Trump, dans ce sens-là. Oui, et sans aller jusque-là, professeur Larin, je crois qu'il faut se rendre compte à quel point il y a un mouvement conservateur social qui prend de l'ampleur. On le voit sur le plan éthique, très évident dans le paysage judiciaire américain et maintenant à la Cour suprême. Donc, Amy Coney Barrett, elle est à droite, pas à l'extrême droite, mais il ne faut pas sous-estimer à quel point il y a une vague, une force du conservatisme social qui prend de l'ampleur. Et ça explique pourquoi les républicains ont gagné beaucoup plus qu'attendu dans la Chambre des représentants. Ça explique pourquoi ils ont su bien s'en tirer dans les élections au Sénat et du côté judiciaire. Donc, je m'attends, cette alliance entre les conservateurs économiques, les conservateurs religieux, les conservateurs politiques, c'est une force à ne pas sous-estimer. Donc, Trump, on l'a écarté, du moins pour ce mandat, mais le mouvement est en pleine forme. Tout à fait. Il est, en fait, moi, il y a un ouvrage il y a longtemps là, qui m'avait marqué. C'est une Américaine qui vit en France, Suzanne Georges, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Elle était, et elle a écrit un livre sur les États-Unis qui s'appelle « La pensée enchaînée ». Comment les droites laïques et religieuses ont pris le pouvoir. Et c'est une enquête qui est intéressante parce que derrière tous ces groupes, on dit le conservatisme social, fiscal, religieux, mais aussi même, chez les laïcs aussi, on a les libertarianismes, on a le néolibéralisme, etc. Et c'est intéressant de voir que les idées ne tombent pas du ciel. Hein. Il y a un financement des idées, une diffusion de ces idées-là, et il faut voir qui se tient derrière. Et là, on a des grandes organisations, des fondations, d'ailleurs, on a écrit à l'abri la Templeton Foundation, Atlas Foundation, etc., qui sont, les frères Koch, ouais, c'est ça. Koch, je ne sais pas trop comment prononcer, mais qui sont libertariens et qui mènent une croisade contre l'État américain et qui soutiennent et qui financent tous ces alliés qui ont en commun ce rejet de l'État américain et toutes les idées qui viennent. Et ça, c'est depuis les années 70. Là, ça remonte à loin. Certains pensent que ça remonte juste au mouvement des droits civiques afro-américains où il y a une droite américaine qui se dit que ça va trop loin. Affirmative action, tout ça,
l'intervention de l'État aussi. Puis bon, les syndicats amenaient large. Il y avait l'État, la distribution des impôts était beaucoup plus élevée à l'époque. Donc, il y a eu une contre-révolution qui s'est mise en place et un financement des idées. On a créé des fondations, des think tanks, toutes sortes de groupes. Et là, on a conquis les espaces de la société américaine dans des lieux, même jusqu'à l'université, etc., pour diffuser ces idées-là. Et c'est fascinant de voir à quel point le Canada, aujourd'hui, à toutes sortes d'organismes, des think tanks comme l'Institut économique de Montréal, l'Institut Fraser, CDA, etc., qui reçoivent un soutien logistique financier qui vient des États-Unis. C'est un programme néolibéral, en fait, qui est à l'œuvre et qui s'associe. Et c'est pour ça aussi les républicains, je pense qu'il faut voir que leur succès électoral, c'est aussi parce qu'ils s'adressent à différents groupes. Je pense que Trump, je disais, bon, il s'adressait, bon, il y a le groupe l'extrême droite, là, il envoie des messages, on soutient des conservateurs, des fondamentalistes, les évangélistes là, qui est blancs, qui ont voté en très grand nombre pour Trump. Mais il y a aussi les cols bleus dans les Grands Lacs, on a un message qui s'adresse à eux directement. Donc, il y a un clientélisme, il y a une vision, on s'adresse à des clientèles bien particulières, puis on essaie d'aller chercher avec ça une majorité, là, mais ce qu'il y a en commun dans tout ça, c'est réduire la taille de l'État. Et ça fait l'affaire des gens puissants et riches. Moi, j'ai